IDFM 98 de la bande FM. À l'âge de 57 ans, Jean-Paul Dutré apprend qu'il est atteint d'un cancer avancé. Il accepte la chirurgie mais refuse la chimiothérapie et choisit une autre voie de guérison, alliant les traditions millénaires du zen, de l'arbre Zhang Zhuang et du Qigong, dont les techniques de respiration abdominale, les postures et les mouvements présentent d'incroyables bienfaits pour la santé. Il est maître en Qigong. Il a également étudié la médecine chinoise, les arts martiaux chinois, le tai chi, chuan, l'épée et sabre et le bouddhisme zen Soto. Il est l'auteur des 4 piliers de la médecine chinoise et de l'arbre du bonheur paru chez le même éditeur. Cet éditeur est Tanguy Trédaniel. On va parler de son livre Guérir le cancer par le zen, l'arbre et le qigong, le rugissement du tigre face à la maladie. Jean-Paul Dutré, bonsoir. Bonsoir, oui. Merci de m'accueillir chez vous et de nous permettre de faire cette émission sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM IDFM Radio Anguin. Vous avez fait des dédicaces à vos maîtres qui sont d'abord votre maître zen, Taizen Deshimaru Rossi, qui vous a enseigné le zen pendant un certain temps. Pendant 7 ans. Et donc il m'a enseigné la pratique, pour lui la méditation zen, c'est la pratique de zazen. C'est s'asseoir dans l'immobilité et dans le silence. Vous avez un autre maître aussi, maître Zhang Zhenduo, qui vous a permis de bénéficier d'un enseignement direct des arts martiaux chinois. Oui, alors lui c'est un maître, c'est le fils de maître Yan Shenfu, qui il y a un siècle a réformé en Chine toute le tai chi de la forme yang, de la famille yang. Hein. Et j'ai eu la chance de le rencontrer pendant 20 ans à Paris. Il est venu de 60 à 80 ans et il nous a vraiment expliqué que le tai chi c'était un art martial où il y a une alternance de tension et de détente, de yin et de yang. Et puis vous remerciez aussi tout particulièrement le docteur Yang Liong, qui fait la préface de votre livre, hein, pour vous avoir d'une part... Non, c'est le docteur Jian... Oui, c'est ça, le docteur Jian Liugun. Non, dites docteur Jian, ça suffit. Il est connu, docteur Jian. Pour vous avoir d'une part enseigné la quintessence du Qigong et celle de l'arbre Zhang Zhuang, qui renforce si bien les énergies dans le rétablissement de la santé, et d'autre part pour vous avoir appris les marches à suivre et les techniques contre le cancer. Alors, en chapitre 1, il y a cette belle citation de Michel Picard. « Les tumeurs tant bénignes que malignes révèlent d'un problème simple, à savoir un dépôt consécutif à un blocage qui s'accompagne d'une stagnation. C'est le même problème pour une gouttière en cas d'aspérité. Des dépôts se forment, les feuilles s'accumulent en amont. Le dépôt dans la gouttière peut être tel qu'à la longue, celle-ci va plier, se rompre. Les dépôts qui se créent dans l'organisme à la suite d'une stagnation peuvent alors se répandre dans tous les autres organes. Et donc, c'est intéressant de se rendre compte que le cancer, ça peut être un dépôt quelque part. Alors, ça peut être un dépôt. Et alors, dans mon cas, à moi, parce que là, c'est celle de la définition de Marcel Picard, qui avait monté en Europe l'école d'université européenne de cynobiologie. Dans mon cas à moi, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a découvert la tumeur au niveau du rectum, c'est-à-dire le rectum, il était bouché aux 3/4, comme dans un lavabo. Oui, comme un siphon. Comme un siphon. Et là, il y a eu urgence. 8 jours après, je me suis retrouvé sur la table d'opération et il a fallu enlever, on m'a fait l'ablation totale du rectum. Donc c'est déjà une grosse intervention. Ça, vous l'expliquez dans votre livre, mais avant, vous avez diagnostiqué un cancer de la prostate. Alors, au départ, les médecins avaient diagnostiqué un cancer de la prostate et suite à la biopsie de la prostate, j'ai eu du sang qui a coulé par l'anus. Au bout de 3-4 jours, du sang qui coulait par l'anus. Et j'ai revu le professeur, dont je ne dirai pas son nom. Il me dit: ce que vous me dites, c'est faux. Alors que j'avais vu d'autres personnes, d'autres médecins, j'avais du sang par l'anus. Il me dit: c'est faux ce que vous me dites, il faut enlever la prostate. La prostate.
Et après, j'ai su, il y a eu... Alors le problème, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu, sur les 12 prélèvements qu'ils ont fait sur la prostate, la biopsie, ils avaient loupé 4 prélèvements. Et à la suite de ça, ces 4 prélèvements, ils avaient tapé dans la tumeur du rectum. Mais moi, je ne savais pas. Oui, non, Personne ne savait. mais vous étiez tout à fait en bonne santé, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème. Simplement, vous allez voir votre généraliste qui vous dit d'aller faire un check-up. Oui. À votre avis, si vous n'aviez pas fait ce check-up, vous seriez plus là ce soir en train de nous parler? Ah, aujourd'hui, je ne serais pas là. Hein. Vous en êtes sûr? Ah, j'en suis sûr. Puisque quand même, il est dit dans votre livre qu'après 50 ans, hein, d'après les statistiques, un homme sur 2 a des cellules cancéreuses après la cinquantaine. Ça ne veut pas dire que le cancer va se développer. Eh oui, ça ne veut pas dire. Hein. On récapitule. Vous allez voir votre généraliste qui vous dit de faire un check-up. Il vous fait des examens de sang. On se rend compte que vous n'avez pas beaucoup de plaquettes. Oui. On se dit qu'il y a un problème. On va un peu faire l'inventaire de tout ce qui se passe. Et c'est là que finalement, il y a des maladies. Enfin, il y a ce cancer qui est dépisté. L'histoire a duré 9 mois. Oui, c'est ça, mais une grossesse. Hein. Hein? Il fallait accoucher de votre cancer. Hein. Et il fallait accoucher. Ouais. Alors, vous avez donc un médecin qui s'occupe de vous. C'est une femme. Vous dites, je flottais sur des nuages, j'étais complètement dans le brouillard, je sentais que tout ce qu'elle me disait était juste, qu'il fallait couper, refaire un rectum neuf, comme on change un pot d'échappement à une voiture, et raccorder les extrémités comme des tuyaux de plomberie. Alors, la décision pour vous, c'était fuir ou ne pas fuir, et vous vous rappelez, vous entendez dans votre tête la voix de votre maître zen, Sensei Deshimaru, qui vous recommandait, quoi qu'il se produise, de rester ici et maintenant et d'y faire face. Il disait, quoi qu'il arrive, bon ou mauvais, good or bad, comme il disait, ne faites rien pour éviter ou trancher dans l'instant. Alors, vous avez dit non 3 fois à la médecine. Hein, Alors j'ai dit non 3 fois. Ouais. Alors là, c'est-à-dire que là, j'ai senti que si je disais... il fallait que j'accepte l'ablation du rectum. Sinon, ça aurait été une fuite. Vous voyez ? Donc j'ai dit, mon premier non a été de dire non à la prostate. Vous avez demandé à ce qu'on vous laisse du temps, et ce temps vous a permis finalement aussi de faire autre chose. Vous avez dit non parce qu'il voulait vous prendre tout de suite. Il voulait me prendre tout de suite. Oui. Moi j'ai dit non pour la... Ensuite, on m'a donné un deuxième médicament pour le Casodex. On voulait me donner Oui. un produit. Là, j'ai dit non. Pourquoi ? Parce que vous avez vu Quand j'ai lu la notice ici, c'était une castration. Hein. C'était une castration, puis il tuait aussi bien les cellules bonnes que les mauvaises. Ah ben ça tue tout. Et puis on vous mettait comment on appelle ça, un boîtier, non ? Non. Pour la castration, il n'y avait pas de boîtier. Hein. Le boîtier, c'est le 3e nom. Oui. Quand j'ai refusé la chimio, où on vous met un boîtier près du cœur pour envoyer le produit chimio dans l'artère qui va au cœur. Oui. Et ensuite, ce produit chimio se promène dans toutes les artères du corps. Hein. Les artères, les vaisseaux, les capillaires. Hein. Oui. Donc j'ai fait 3 noms, mais... Mais en même temps, il y avait cette phrase aussi, vous vous disiez intérieurement, ne fais rien pour éviter cela, vois les choses en face. Parce que c'était pas le tout de fuir. Et voilà. Il fallait regarder les choses en face. C'est-à-dire prendre la bonne décision. Je savais que si je faisais pas l'ablation du rectum, je fuyais la vie et là je mourrais. Hein. Parce que là, 3 mois après, je n'existais plus. Le rectum aurait été complètement bouché à 100%. Et à ce moment-là, les cellules cancéreuses se seraient peut-être transformées en métastases dans les ganglions, au pli de laine. Hein. Et j'ai eu une grande chance. Ils ont testé tous mes ganglions. Oui, tout allait bien. Tout allait bien. Donc, il n'y avait pas de métastases. C'est pour ça que je me pose la question si finalement ce problème n'est pas arrivé à cause de la biopsie, enfin à cause de l'investigation, et c'est quand même assez invasif hein, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur.
Alors donc ensuite vous êtes confronté à la souffrance, on peut dire que là... Souffrance physique et morale. Et là c'est tout votre enseignement de zen, de zazen, Tout ça qui revient. Qui revient. Et je dirais que j'ai eu parce que j'ai eu une poche pendant 3 mois. Tant que j'ai eu la poche, j'avais pas de problème. J'ai pas de problème de diarrhée, parce qu'il fallait laisser cicatriser. Elle m'avait fait, la chirurgienne, c'était une femme comme ça, toute petite, les mains glacées, qui a l'habitude de couper, dans des mains de métal, comme on dit. Elle avait l'habitude de couper toute la journée. Et quand elle me posait les mains, soit dans la chambre à l'hôpital, soit en diagnostic, elle me dit, faites attention, j'ai les mains glacées. Oui. Et en plus, c'était vrai. Mais elle m'a fait un boulot remarquable, c'est-à-dire qu'elle a enlevé le rectum, la partie du côlon descendant qui était en mauvais état, une partie, et elle a tiré sur le côlon descendant, et elle a refait un genre de poche. Non mais c'est extraordinaire ce qu'on arrive à faire à notre époque. Elle a fait ça, c'était une clinique privée. Alors que dans un hôpital public, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent tout chez l'homme. C'est-à-dire ils auraient enlevé le rectum, ils auraient enlevé peut-être la prostate, ils auraient tout enlevé. C'est plus facile de tout enlever. Parce qu'elle a fait un travail de reconstruction. Et maintenant, donc j'ai eu une poche pendant 3 mois, j'étais très mal avec la poche. Vous avez beaucoup souffert. Parce que là, avec la poche, on sent les matières fécales. Vous sentez les matières fécales. Puis on les voit. On les voit, parce qu'il faut aller vider la poche dans les toilettes. Vous êtes n'importe où dans un café ou restaurant à l'extérieur, il faut aller vider dans un lieu public. Ça devient une vie de merde. Hein. Comme vous l'écrivez aussi, je crois. Hein. Je le dis. Hein. Être dans la merde. Hein. Là, j'ai compris qu'est-ce que c'était. Ouais. Hein. Et je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Je ne pourrais plus faire de la méditation, je ne pourrais plus faire des arts martiaux. Mais d'ailleurs, ils vous ont dit que vous ne pourriez plus. Le docteur Vaillant, il m'a dit, vous ne pourrez plus, dans un premier temps. Et moi, j'ai senti, avec le docteur Vaillant, il est venu 2 fois dans la chambre à l'hôpital pour me proposer la chimiothérapie. Oui. Il est resté 1 heure chaque fois. Et quand vous êtes allongé à l'hôpital, lui, il était debout. Vous êtes en faiblesse. Hein. Et puis vous êtes malade. Donc déjà, On est vous malade. êtes malade. Vous êtes couché. Vous êtes couché. Lui, il est debout. Il est dans la puissance. Oui. Hein. Lui, c'est un homme. Il est debout, donc il est dans une autre position. Et je lui ai dit, je ne pouvais pas lui dire non. À l'hôpital, je n'avais pas la force. Je lui ai dit, je vais réfléchir. Oui, c'est ça, laissez-moi du temps. Et après, mon problème, et il m'a dit, vous avez 3 semaines pour prendre votre décision pour que ça soit efficace. Et au bout de pendant ces 3 semaines, je dis, qu'est-ce que je vais dire au chirurgien? Et alors, j'ai revu le chirurgien au bout de 3 semaines. Première question, le chirurgien, le docteur Barthaud, Dominique Barthaud, hein, qui a fait du très bon boulot, elle me dit, est-ce que vous faites de la chimio? Je dis non. Et je me tais. Silence zen. Ou comme dans une négociation commerciale, je me tais. Elle me dit, pourquoi vous ne voulez pas faire la chimio? Et je réponds, j'ai peur. Oui. Et je me tais. Parce que si je commence à argumenter, je sais que elle va m'avoir. Je dis, j'ai peur. Son stylo est tombé sur la table. Elle dit, si vous avez peur, on ne fait pas la chimio. Et on a fait des examens tous les 3-4 mois. On a fait l'échographie du... Et là, en ce moment, vous n'en faites plus d'examen, c'est terminé. Maintenant, j'en fais plus. Normalement, j'en avais à faire pendant 10 ans. Au bout de 3-4 ans, j'en avais marre. Parce que c'est des coloscopies, c'est ça? Non, il n'y a pas de coloscopie. Il y avait le foie, il y avait la rate, il y avait les reins, il y avait tous les examens des principaux organes, pratiquement. Hein. Et au bout de 3 ans, je commençais à angoisser, parce que tous les 3 mois, on vous met dans un cycle, et je ne le supportais plus. Ah oui, mais ça, c'est aussi... Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Basta. J'ai tout abandonné, et au bout de 10 ans, j'étais la revoir. Bon, alors, on revient sur cette souffrance qui survient lorsque nous essayons de maintenir des sentiments agréables ou d'écarter les douleurs.
La libération survient lorsque nous sommes capables de réaliser l'expérience de la transformation et du changement constant du monde des phénomènes, vous écrivez un peu plus loin, que nous souffrons parce que nous nous attachons aux choses agréables et essayons de rejeter celles qui sont déplaisantes. Nous n'aimons pas vivre l'impermanence qui se volatilise et change constamment. Alors, cette souffrance, donc vous avez dû l'apprivoiser, vous avez réussi à la dépasser quand vous aviez votre ventre ouvert là. Alors, cette souffrance, j'ai eu des grandes souffrances. Alors, c'était même à l'hôpital, j'avais une grande balafre, ils m'ont ouvert depuis le sternum jusqu'au pubis. Quand j'étais dans l'immobilité, j'arrivais à ne pas souffrir. J'ai eu des moments de bonheur, même dans la souffrance. Hein. Et je bougeais d'1 millimètre. C'était vraiment le feu, les souffrances physiques incroyables. Et alors, heureusement que j'avais appris la méditation zen. Oui, parce que vous aviez en plus des tubes dans le nez, vous aviez... J'avais un tube dans le nez, pourquoi? Pour enlever, ça faisait presque 10 jours que je ne mangeais plus, il fallait laisser cicatriser en bas, donc il fallait enlever les acides dans l'estomac. Donc ça descendait dans l'estomac, vous ne pouviez pas bouger pour respirer. J'avais une sonde dans le nez qui aspirait tous les acides de l'estomac, sinon l'estomac aurait brûlé. Oui. Hein. Et j'avais 2 redons au pied, des redons où le sang... C'est quoi des redons? Ce sont des récipients d'évacuation du sang qui était dans le ventre. Parce que, comme j'ai pas assez de plaquettes, évidemment, il y avait plein de sang. Oui. Et alors, il y avait 2 redons de chaque côté du lit où le sang s'évacuait. Alors, comment on se voit quand on se voit comme ça? Parce que, bon, je veux dire, sans faire une sortie du corps, on est quand même conscient qu'on est allongé dans un lit, avec un tuyau dans le nez, des redons aux pieds, le ventre ouvert sur 30 cm. Comment on se sent? Comment on se voit? Alors, comment on se voit? Je dirais, quand j'étais dans l'immobilité, comme j'avais la pratique de zazen, de la méditation, j'essayais, quand je pouvais, d'expirer par le bas-ventre. Hein. Dans l'immobilité, j'arrivais à surmonter mes douleurs. Parce que des fois, les douleurs remontaient jusqu'au visage. Hein. J'avais le visage, le cerveau. Mais ils n'étaient pas capables de vous donner des antalgiques? Il n'y avait rien. Vous étiez sous morphine quand même. J'étais sous morphine, il y avait des antalgiques, je prenais tout. Hein. Sinon, je n'aurais pas pu survivre. Hein. Donc, je prenais tout, mais j'avais quand même des souffrances. Au début, je ne pouvais même pas poser sur le lit mes mains. Sur votre ventre. Sinon, c'était horrible. Et donc, est-ce que vous avez essayé de vous soigner donc par la pensée, en remettant les énergies dans les méridiens? Non, vous n'étiez pas assez. Vous étiez sous morphine, donc vous n'étiez pas capable de. Ce que je faisais simplement, je mettais les 2 mains de chaque côté du lit et j'essayais de me détendre, hein, et de faire zazen. J'essayais d'inspirer, d'expirer, et c'est tout. Alors, vous essayez de faire zazen et vous écrivez qu'être en zazen, c'est entrer dans son cercueil. Alors ça, je dirais, j'ai marqué ça, c'est pas une expression de moi, c'est une expression de Maître Deshimaru. Dans l'enseignement oral, pendant la méditation, il nous disait, faire zazen, c'est rentrer dans son cercueil. Qu'est-ce qui veut dire que par là? C'est qu'on doit abandonner tous ses désirs, c'est atteindre le nirvana, si vous préférez. Oui, c'est comme le livre du bardo Todol. Pareil, c'est exactement. C'est-à-dire que c'est l'extinction de tous les phénomènes, de tous les désirs dans la vie que l'on a et qu'on n'arrive pas. Et des fois, on a des désirs, des grands désirs qu'on n'arrive pas à s'accaparer. Alors, quand vous étiez couché sur votre lit d'hôpital avec tous vos fils qui sortaient de partout, est-ce que vous avez essayé justement de rentrer dans votre cercueil, c'est-à-dire d'accepter Alors, j'ai pas. C'est une image, hein, rentrer dans son cercueil. Hein. C'est une image symbolique. Oui, c'est l'image d'abandonner. Donc moi, simplement, quand j'étais à l'hôpital, j'essayais d'abandonner, abandonner mes souffrances. Et quand elles étaient là, je me dis, mes souffrances, ce sont mes amis. Ce sont des amis. Je me dis, il faut que j'apprivoise la souffrance. Parce que plus je la rejetais, plus je souffrais. Donc j'essayais
d'être intime avec les moments, je dirais, agréables quand j'étais dans l'immobilité, mais on ne peut pas tout le temps être immobile, et être intime aussi quand je commence, inconsciemment je bougeais dans le lit où j'arrivais pas à dormir la nuit, hein, donc d'être intime avec mes souffrances, avec ce qui est agréable et avec ce qui est désagréable. Et j'arrivais je dirais, à trouver un juste milieu entre les deux. Vous comprenez ? Entre la souffrance et entre ce qui est agréable. Alors la souffrance, c'est une douleur. Et alors c'est marrant parce que les souffrances, moi j'en ai eu plusieurs fois dans ma vie, même dans la souffrance dans le travail, n'importe quoi. Hein. Les souffrances, je les supporte assez bien. Par contre, un truc que je ne supporte pas du tout, c'est le stress. Le stress me déstabilise complètement. Quand j'étais en activité, j'ai fait du commercial, j'ai fait différents métiers aussi. Le stress des autres me perturbe. Le stress des autres. Et le vôtre alors ? Le stress, le mien... Mais qu'est-ce qui vous stresse ? Le stress des autres. C'est le stress des autres. Mon stress, je sais le maîtriser. Mon stress, je dis, calme-toi. C'est-à-dire la colère des autres, non ? C'est pas plutôt la colère cachée ? C'est peut-être la colère. Cachée, c'est-à-dire cette façon que certaines personnes ont d'être énervées, d'être impatientes, d'être avec une colère larvée qu'on sent qui est en dessous, qui est prête à éclater. Voilà, alors que c'est moi... C'est ça le stress ? Je dirais le stress, c'est de voir les autres stressés dans le travail, n'importe quoi. C'est l'impatience. C'est l'impatience, tout ça. Et ça, moi, je supporte pas. Par contre, le stress que je me fais moi-même, parce qu'on se fait du stress soi-même aussi, hein, celui-là, j'arrive assez à le maîtriser. Hop, je dis arrête. Respire, expire, détends-toi. Celui-là, j'arrive à le maîtriser. Mais pas celui des autres. Deuxième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, nous parlons de guérir le cancer par le zen, l'arbre et le qigong, et nous entendons le rugissement du tigre face à la maladie avec Jean-Paul Dutray. Mon problème, je l'ai senti très, très bien, c'est que, d'ailleurs les Tibétains le disent, on perd l'énergie par l'anus. C'est pour ça qu'au Tibet... Par le fondement. Hein ? Par le fondement. Le périnée. Par le périnée, par l'anus, on perd. D'ailleurs, ils comparent les Tibétains, les moines tibétains, ils comparent le corps humain à une bouteille. Et à une bouteille, et en bas... C'est le fondement. C'est ce qui nous... C'est le fondement. Oui, c'est ça. Et alors, moi je me dis, je vais droit dans le mur, là. Je me dis, je vais pas m'en sortir. Et je suis arrivé par la position de l'arbre assis. On va y arriver. Voilà. On va y arriver. Et alors, je suis arrivé un petit peu, je me suis dit, il faut que tu fasses... On va arriver aux respirations après. Je me suis dit, il faut que je fasse une technique que je connais. Donc, j'ai été voir le docteur Gian et il m'a expliqué. Il m'a accompagné pour retrouver la santé. Vous voyez ? Oui, vous pouvez faire l'arbre assis, vous pouvez faire... On reviendra dessus après. On reviendra après, oui. Donc, en plus, vous êtes confronté donc à vos difficultés de santé. En même temps, il y a votre frère plus jeune que vous qui meurt et un ami. Donc, vous viviez dans votre corps et dans votre esprit le samsara, cycle sans fin où vous passiez de la souffrance au désir et à plus de souffrance qui génère davantage de désir. Dans la tradition bouddhiste, le samsara est symbolisé par une roue à 6, 8 ou 12 rayons autour du moyeu, chaque rayon représentant un aspect de la vie et de la loi. Vous passiez de la souffrance au désir et à plus de souffrance qui génère davantage de désir. Vous pouvez nous parler du samsara ? Alors, le samsara, c'est un petit peu l'extinction de tous les phénomènes. Hein. Du désir, surtout. Du désir. Et c'est la fin. Finalement, c'est la fin de tous les désirs et de toutes les souffrances. Si on sait gérer ses désirs, hein, à ce moment-là, on n'a pas de souffrance. Si on arrive je dirais, dans les désirs, à obtenir les désirs, nos désirs réels,
et non des attachements possessifs, hein, à ce moment-là, il n'y a pas de souffrance. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi bien dans le bouddhisme zen japonais, dans le bouddhisme Chan en Chine, et chez les Tibétains, c'est le bouddhisme aussi, on parle de samsara, parce que c'est presque le paradis quelque part. C'est le paradis parce que on n'est plus dans les désirs inutiles et dans les souffrances qui nous font souffrir. Quand on n'a plus de désirs, je dirais, à ce moment-là, on est dans le bonheur. On n'est plus dans les douleurs. On n'est plus dans les douleurs, et à ce moment-là, on n'est plus dans la souffrance, et là, on obtient le bonheur infini, comme disent dans tous les textes, on obtient le bonheur infini de tous les Bouddhas. Hein, de tous les Bouddhas. Vous écrivez ainsi: j'apprenais que ces états d'angoisse, de mauvais temps, de calme, de paix ou d'émerveillement étaient passagers, comme les états atmosphériques en haute mer. Je comprenais profondément l'impermanence des phénomènes enseignés par les maîtres zen. Ne pas s'accrocher, ne pas s'agripper, lâcher simplement et naturellement, tout cela décrit tant de fois dans les textes bouddhiques sur le lâcher-prise. C'est le non-attachement. L'intestin, c'est le lâcher-prise aussi. C'est le lâcher. Alors, est-ce que vous vous étiez posé la question de savoir s'il y avait une cause émotionnelle dans cette maladie? Alors, ça, j'en parle dans mon livre. Hein. Alors, j'ai eu la chance, je dirais, dans ma vie, de rencontrer Alexandre Jodorowsky, vous connaissez peut-être. Alors, moi, j'ai fait mon arbre généalogique avec lui. Et pour moi, ça a été très important. Parce que je sais d'où vient cette tumeur. Ce sont les cochonneries cachées de mes parents quand j'étais gosse. Vous voyez ? Les non-dits. Les non-dits. Les secrets de famille. Les secrets de famille, par exemple, c'est là que ma mère a été mariée 2 fois. Elle m'a caché toujours son premier mariage. Depuis que je suis né, je savais qu'elle me mentait. Mais je ne savais pas que c'était un divorce. Il fallait... Et à un moment donné, Jodorowsky me dit, il faut que tu écrives où elle s'est mariée, où elle est née, où elle s'est mariée. Elle s'était mariée à Nancy. Et là, on a vu les deux mariages. Son premier mariage où elle a divorcé. Et il y a un siècle, une femme qui divorçait, c'était une femme sale. C'était une catin. C'était une cata. On disait même une pute. Oui, une catin. Mais dans catin, il y a caca. Et oui. Et à l'époque, il me dit, il faut que tu saches. Moi, j'étais encore naïf. J'ai su la vérité à 27 ans. Moi, j'ai laissé tomber après, parce que je travaillais. Et il me dit, il faut que tu saches si tu as des demi-frères, des demi-sœurs. Ça fait partie de ta vie. Et donc, vous en avez? Alors, j'en ai pas. Et c'est pour ça que vous vous êtes guéri par la posture de l'arbre. Et c'est étonnant ce que vous écrivez là, parce que à la page 248 sur Qu'est-ce qu'un cancer, vous écrivez: seules des faiblesses, des prédispositions peuvent être transmises congénitalement, mais pas le cancer lui-même. Oui. Donc là, c'est quand même congénital, je veux dire. C'est émotionnel. Ouais, mais je dirais. Est-ce qu'on peut penser que le fait que votre mère vous ait caché son premier mariage, c'est congénital? Elle m'a caché son premier mariage, mais le problème, c'est qu'elle a été rejetée par toute la famille de mon père. Donc ma mère a été rejetée. Elle en a souffert de ça. Est-ce qu'elle avait des problèmes d'intestin, votre maman? Non. Elle n'était pas constipée? Oh, j'en sais rien. Elle n'en parlait pas. Elle n'en parlait pas. Mais je sais pas. Voilà, c'était un endroit dont on parlait jamais. Est-ce qu'elle vous mettait des suppositoires quand vous étiez petit? Oh, ça, là, vous me posez... Ça, vous devriez vous en rappeler. Moi, je sais que je mettais des suppositoires à mes enfants, parce que ça va beaucoup plus vite pour soigner des problèmes de poumons. Oui. Et je leur disais, je vous mets un Spoutnik, mais parce que je trouve que c'est un endroit qu'il fallait aller voir aussi. Et expliquer à un enfant qu'on avait le droit de se mettre un truc dans le cul. Enfin bon, je vais peut-être pas le dire comme ça, mais voilà, je vous dis, est-ce que votre maman... le fait de ne pas en parler, c'est aussi de... C'est-à-dire qu'à la maison, on parlait pas de cul, on parlait pas de sexe. Et on parlait pas de sel, de caca. Sel, on n'en parlait pas. Non. Jamais elle vous demandait si vous étiez constipé ou pas. Parce que comment ça va, ça veut dire ça en général. Bah oui, les médecins, autrefois, ils disaient ça. Ouais. Quand ils recevaient un patient, comment ça va, ouais. Hein. Comment ça évacue, quoi. Comment ça évacue. Je sais que du côté de... il y avait je sais que chez mon père, quand j'étais petit, c'est marrant,
j'avais peur de la mort et j'avais l'impression d'être orphelin, malgré que j'avais un père physique. Alors, il est mort à 92 ans. Et c'est après que j'ai compris, quand j'ai fait l'arbre avec Alexandre Jodorowsky. Et quand vous avez fait l'arbre après votre cancer, parce que la posture de l'arbre, c'est la même chose. Ben oui. Vous avez remis... Alors c'est quoi cet arbre finalement généalogique, ou cet arbre qui vous permet de sortir de votre maladie? Votre arbre, vous l'avez pas fait debout, vous l'avez fait coucher? Alors je l'ai fait assis. Assis. Après, parce que dans le cancer, et d'ailleurs le docteur Gell m'a dit, tu fais assis, c'est beaucoup plus thérapeutique. Et finalement, l'histoire de l'arbre, c'était finalement être debout, quelque part. Et j'ai écrit l'arbre du bonheur aussi. Je parle de l'arbre dans toutes les traditions. Hein. Donc, mais c'est une posture où vous bougez un peu, ou est-ce que c'est la même posture que dans le yoga, où on met une jambe contre l'autre? La posture de l'arbre, c'est la posture debout. Debout, mais on ne met pas une jambe... Non, la posture de l'arbre, c'est simplement ça. Simplement, on est comme ça. On peut mettre soit au niveau poumon, cœur, soit au niveau foie, vésicule biliaire, rate, estomac pour le foyer moyen, soit au niveau rein, vessie, organes génitaux. Dans votre livre, donc, il y a toute l'explication de votre maladie, mais il y a aussi une explication sur le zazen, très longuement expliqué. Dans cette zazen, la posture du Bouddha, il y a la sagesse du cœur. En médecine chinoise, les qualités émotionnelles positives et négatives appartiennent aux organes physiques du corps. Les qualités principales positives de nos émotions sont l'affirmation de soi, la gentillesse, la générosité, la patience qui proviennent du foie et de la vésicule biliaire, l'amour, la compassion, la joie, la créativité, la sincérité, l'enthousiasme, le rayonnement, le bonheur qui proviennent du cœur et de l'intestin grêle, la mesure en toute chose, l'équité, l'honnêteté, l'ouverture, l'acceptation qui provient de la rate et de l'estomac, le sérieux, la sobriété, le courage qui proviennent des poumons et du gros intestin, l'aisance dans toutes les situations, la bonté, la tranquillité, le calme, la vivacité qui proviennent des reins et de la vessie. Il y en a encore quelques-uns. La colère, l'agressivité, la frustration. Ça, c'est les émotions négatives. Ouais, ça, c'est les négatifs qui proviennent de la vésicule biliaire. La haine, l'impatience qui proviennent du cœur, de l'intestin grêle. Le tempérament excessif, brouillon, l'inquiétude qui viennent de la rate et de l'estomac. Le ressentiment, la tristesse, la jalousie des poumons, du gros intestin, la paranoïa, le délire et la peur, comme vous l'aurez bien entendu, auditeurs, auditrices, qui viennent du rein et de la vessie. Et alors, avoir des émotions est propice à la santé, mais ce sont les excès d'émotions positives ou émotions négatives qui nuisent à l'état de nos organes et du corps physique. Alors, en médecine chinoise, la médecine chinoise se contente de traiter les excès des émotions positives ou négatives, les attitudes de l'esprit, les comportements affectant un ou plusieurs organes en état de plénitude ou en état de déficience. Elle s'occupe des 7 troubles émotionnels qui sont la colère du foie, la haine du cœur, le tempérament excessif des pensées, la tristesse des poumons, la peur des reins, alors que les traditions bouddhistes se consacrent à cultiver les qualités émotionnelles. Ça, c'est intéressant dans votre histoire. Alors, c'est la différence entre la médecine chinoise et la médecine tibétaine, on peut dire, ou bouddhiste. Au bouddhisme. Ouais. Parce que je vois, par exemple, dans le bouddhisme zen japonais, on parle très peu des émotions. Ils sont zen. Ils n'en ont plus. Oui, mais le problème, on parle de quoi? On parle de la colère, hein? Mais on parle très peu. D'ailleurs, les Japonais, ils sont très intériorisés. Ils ne montrent pas leurs émotions. Ils ne montrent pas ce qu'ils pensent. Et alors, ils ne montrent pas les émotions. Alors que les Chinois, ils disent que les émotions sont associées à nos organes, positifs et négatifs. Ils ont été beaucoup plus loin, il y a 4000 ans, et ils disent que finalement, l'organe physique et l'organe émotionnel, c'est le même, je dirais, c'est la même énergie pour eux. Donc quand ils vont soigner un organe, ils essayent de soigner l'organe physique et l'organe émotionnel. Et moi je sais que même avec Maître Deshimaru, il parlait très peu des émotions, comme tous les Japonais. On a dans votre livre les 3 poisons de l'esprit aussi.
Alors, les trois poisons de l'esprit, l'homme souffre parce qu'il s'attache à ses désirs, mais il possède le moyen de se libérer des trois poisons de l'esprit que sont le désir exacerbé, l'aversion et l'ignorance. L'ignorance, oui. Le désir exacerbé, c'est un peu le monde dans lequel on vit, on n'en a jamais assez. C'est-à-dire, c'est actuellement, c'est un peu le monde qu'on vit actuellement où on crée des désirs, beaucoup de désirs. Donc qu'est-ce qui se passe? On crée beaucoup de désirs, ça affaiblit le yin des reins. Le yin des reins, ça gère tous les liquides, le sang, tout dans le corps. Hein. Ça affaiblit, donc le yang va s'échapper du corps. Le yang est donné par par le rein droit. Donc, plus le yin des reins va être faible, plus le yang va s'échapper du corps, et c'est ça qui va créer les maladies. Hein, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, les cancers. Vous voyez, les cancers. Hein, donc, et ça, c'est... on l'apprend en médecine chinoise. Ça, c'est les désirs exacerbés. L'aversion, maintenant. C'est la haine, c'est la... Alors, ça peut être la haine, ou toutes les choses qu'on rejette dans notre vie. Ou les autres. Ça peut être la haine, les autres, ou alors tout ce qu'on n'aime pas dans son métier. Ouais, ou faire un métier qui ne nous plaît pas. C'est pour ça qu'il y a tant de suicides aussi, peut-être. Il y a beaucoup de suicides. Hein. Et l'ignorance, alors? Alors, l'ignorance... On est toujours dans les trois poisons de l'esprit. Hein. C'est un poison qui va venir infecter l'esprit. L'ignorance, c'est-à-dire que normalement, si on connaît les choses, les lois naturelles de l'univers, comment fonctionne avec le jour, la nuit, le soleil, tout ça, les saisons. Si on suit les lois naturelles de la vie, de la nature, de l'univers, et bien à ce moment-là, on n'est pas dans l'ignorance. Hein? Par contre, si on ne suit pas les lois naturelles, on réside dans l'ignorance, et là, ça peut déboucher sur la souffrance, essentiellement sur la souffrance. Alors cette transformation de nos états mentaux négatifs nous fait prendre conscience de la nécessité du changement intérieur, donc d'être un peu moins ignorant. Alors nos actes, nos attitudes, nos comportements deviennent justes dans la vie quotidienne. Le chemin de la libération de l'origine de la souffrance et de la cessation de la souffrance prend forme et s'actualise dans nos actions, nos paroles et nos pensées dans notre vie soi. Ça c'est aussi très tiré du yoga, hein. L'action juste, le comportement juste, l'attitude juste, la parole juste, la pensée juste, l'intention juste et oui. L'intention et l'attention. On retrouve ça aussi bien dans le yoga, oui. En Inde, au Tibet, dans les arts martiaux aussi. Dans les arts martiaux chinois et japonais, on retrouve toutes ces attitudes-là. L'action, le comportement, l'attitude, la parole, la pensée, l'intention et l'attention, tout ça juste. C'est pas évident d'être toujours juste dans tout ça. Bah oui, le tir à l'arc, hein, l'aïkido, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est qu'une action juste ou une intention juste? Elle peut être variable pour chaque individu. Et c'est pas la même pour chaque personne. Alors ensuite, il y a toute une partie de votre livre, justement, qui parle de l'homme et de l'univers, mais qui parle aussi de la santé. Alors oui, l'homme et l'univers, c'est davantage orienté un petit peu sur la médecine, sur la médecine chinoise. Et connais-toi toi-même. Voilà. Donc c'est intéressant. Alors, donc là, je vous parlais des genoux, parce que finalement, dans cette posture de zazen qui se fait en position assis sur un zafou... En demi-lotus ou lotus, oui. Vous parliez des genoux, il y a un passage sur les genoux qui m'a beaucoup plu. Parce que Maître Deshimaru, c'est là que j'ai entendu, une fois il a dit, si vous avez mal aux genoux, hein, c'est votre ego. Alors pour moi, non, mais c'était une façon, il éduquait comme ça. La première fois que j'ai entendu le mot ego dans ma vie, c'est à 33 ans, j'étais avec lui, et il disait, mal de genoux, mal d'ego. Mais c'était son éducation, hein. Oui, je sais, mais en même temps, quand vous êtes assis, j'ai pratiqué le zen, ou quand vous faites de l'équitation longtemps, que vous ayez mal dans les genoux, il y a aussi le fait que, bon,
Je suis d'accord pour le fait que le genou, c'est pas vouloir plier, pas vouloir s'humilier, à se mettre à genoux. Non, mais ça n'a rien à voir. Si, c'est ça l'ego aussi. C'est le genou, c'est le je et le nous. Donc c'est ne pas vouloir se mettre à genoux, plier. Dans les églises, on priait à genoux avant. Maintenant, on prie plus à genoux. Ça se fait pas. Voilà. Mais en même temps, le genou par lui-même, il est quand même assez fragile. Hein. C'est-à-dire que cette posture de zazen, 45 minutes, avec un moment où on se relève pour marcher. Moi, je le faisais avec une amie, on avait mal aux genoux toutes les deux, et c'était un peu logique parce qu'on est des Occidentaux et qu'on n'est pas fait pour prendre des postures comme ça. Mais même les Japonais, il ne faut pas croire. Hein. Ils font de moins en moins. Et le genou, c'est l'endroit où il y a le plus de tendons du corps, dans le corps. Le genou, les tendons, c'est relié au foie. C'est relié au foie. Mais dans son éducation, je ne sais pas comment il faisait, mais Shimaru, il avait une super posture. Mais maintenant, il y a de moins en moins de Japonais qui font zazen. Et dans 20 ans, actuellement, il doit rester à peu près dans les monastères, les temples, il y a peut-être 30 000 personnes. Dans 20 ans, il y aura moins de 10 000 personnes. Parce qu'ils les jeunes Japonais, ils en ont rien à faire. Ils veulent aller vite. Les arts martiaux, c'est pas... Oui, parce que le zazen, ça fait ralentir le temps, hein, ça c'est clair. On vit pas dans le même monde. Non, on vit dans un autre temps, et c'est vraiment très bien, parce qu'en même temps, bon, même si on peut dépasser cette douleur, il suffit un peu de modifier la position, mais en même temps, le zazen, c'est quand même un endroit où, comme vous le dites, les genoux, il faut toucher avec les genoux, il y a une certaine position à prendre, donc ça peut libérer les colères du foie aussi. Mais ce qui est bien, je dirais, dans la position de zazen, c'est que les points clés, on les retrouve dans le Qigong, on le retrouve dans les arts, on retrouve partout. Pour ça qu'au Japon, à une époque, ils faisaient zazen plus un art martial. Ils faisaient zazen plus tir à l'arc, zazen plus kendo, zazen plus kung-fu, zazen plus c'est-à-dire karaté. une position assise à pas bouger et ensuite une position à bouger, parce que c'est important de une bouger. position à bouger, mais toujours avec l'esprit de zazen. Ouais. Et alors maintenant, ça se perd. Ça se perd. Quand Maître Deshimaru est arrivé il y a 50 ans, maintenant on a fait les 50 ans cette année, je crois, ou l'année dernière, c'était encore l'époque où les jeunes, sa génération à lui, il était un descendant d'un samouraï, je crois que son grand-père ou son arrière-grand-père était samouraï, et il a reçu une transmission, et maintenant qui se perd complètement au Japon. Mais je trouve qu'il y a encore pas mal d'arts martiaux. Hein. Ah, il y a des arts martiaux, mais zazen commence à diminuer la pratique, je parle. Alors, dans ce passage dans votre livre où il y a les mouvements du bois au printemps, on apprend que le bois, c'est lié au foie, et en ce qui concerne une défaillance de la vue, il existe des Qigong yeux ouverts et yeux fermés pour remédier à cet inconvénient. On apprend plein de choses dans votre livre. Alors, tout à l'heure, vous parliez de votre femme médecin extraordinaire qui avait les mains froides. Ah oui. Et dans votre livre, vous dites qu'une bonne circulation fait qu'on a les pieds chaudes et qu'on a les mains chaudes. Alors, cette femme avait les mains froides, je suis d'accord. On dit toujours main froide, cœur chaud. Vous ne connaissez pas cette expression qui dit que les gens qui ont les mains froides, ils ont du cœur. Donc, vous n'aurez peut-être pas la réponse à mon histoire. Mais dans votre livre, on essaye de se retrouver dans les éléments, le bois, la terre, le feu, l'eau. Et cette femme, j'ai compris pourquoi elle avait les mains froides, glacées. Parce que elle avait, moi je dis, ça correspond à l'élément métal. Les poumons. Pourquoi? Parce que elle, qu'est-ce qu'elle fait? Sa vie, elle coupe toute la journée. Elle est chirurgienne. Elle coupe. Sur moi, elle est restée 8 heures. C'était une femme toute mince, toute petite. Avec des mains froides. Des mains glacées, mais elle m'a fait du bon boulot. Parce que normalement, on respire par ses mains. Ce sont on parle en médecine chinoise des 5 heures. 1, 2, 3, 4 sous les pieds, le 5e est ici. Et simplement par la respiration, moi des fois je me le fais faire à mes élèves à l'hôpital, j'essaie qu'ils sentent leur corps avec les mains, les laogong comme on dit, les pieds. Oui, on sent tout avec les mains. On sent tout. Parce que des fois les gens vous disent oui j'ai les mains froides mais j'ai le cœur chaud. C'est-à-dire que c'est une expression qu'on a entendue. Ah oui, on entend cette expression. Parce que les gens ont presque honte d'avoir les mains froides. C'est comme ces gens qu'on voit en plein hiver se trimballer en tongs ou pieds nus. Mais il y a des gens qui n'ont jamais froid aux pieds. Ceux qui sont bien enracinés. Ceux qui sont bien enracinés à la campagne, les paysans,
les agriculteurs, tout ça, ils sont bien enracinés. Le cancer est avant tout une maladie de l'âme, de l'inné et de l'acquis de la vie avant et après la naissance. C'est vous qui avez écrit ça. Oui. Pourquoi une maladie de l'âme? Je dirais une maladie de l'âme parce que en médecine chinoise, les organes sont associés aux émotions et en même temps à des entités psychiques. Ah oui, c'est ça. Les entités. Comment on les appelle? Le Rhône, il y a le Ils Rhône. ont un nom, comment on les appelle? Je me souviens. Entité psychique ou, Non, mais ils ont un nom en médecine. ou le chêne des organes. On appelle ça aussi le chêne des organes. Alors on parle du Rhône du foie, on parle du pouls des poumons, on parle du chêne des reins, on parle du I de la rate, et puis le chêne, c'est le mental. Et l'ensemble de ça, ils appellent ça chêne ou âme. Hein. Alors c'est déjà à un niveau, je dirais, très supérieur, et ils arrivent à expliquer la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, à partir des entités spirituelles des organes. Ils avaient été très loin. Et même pour nous, moi je sais que j'ai travaillé cette question-là, chaque fois que je relis, je me pose des nouvelles questions. Hein, parce qu'il faut digérer. Hein. Moi, je veux bien croire qu'à un moment, on puisse donner on puisse donner, comme vous avez fait avec votre médecin, de dire non pour l'ablation de la prostate ou la chimiothérapie. On peut dire oui, nous en tant qu'être humain, à la mort ou à une maladie, parce que la maladie nous apporte aussi des choses. Hein. Ben, moi, ça m'a enrichi. Oui, ça vous a enrichi, ça enrichit aussi le corps médical, on est d'accord. Ça enrichit pas trop les caisses de sécurité sociale, mais ça nous enrichit, nous, humains, parce qu'il y a aussi les rapports avec la famille, comment la famille va nous percevoir. Quelquefois, on devient malade simplement pour montrer qu'on existe aussi. Hein. Il y a ça aussi, ou lorsqu'on n'est pas aimé, ou lorsqu'on est seul, ou des choses comme ça, la solitude. Il y a plein de choses qui peuvent, je dirais, intervenir. Hein. Il y a plein de choses. Moi, je sais que petit, j'ai pas été désiré déjà. Ma mère ne voulait pas d'enfants, c'est mon père qui a voulu avoir. Il a eu 2 garçons, et ma mère ne voulait pas d'enfants. Peut-être que vous aviez envie d'être là aussi, et moi, dans l'histoire. Hein, eh bien, peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Hein. Moi, je pense que c'est nous qui décidons. J'en sais rien. Moi, enfin, si on se décide, c'est nous qui décidons. Je dirais, je suis né dans une famille où j'ai vu tous les malheurs, toutes les souffrances, parce que c'était pas un couple. Mais quelles sont les familles où il n'y a pas de souffrance et de malheur? Et là, je me dis, dans toutes, je me suis dit, je me marierai jamais, je veux pas reproduire la même chose que mes parents. Que vous n'êtes pas marié? Je me suis pas marié. Bah zut alors, vous avez raté quelque chose. Peut-être. Mais bon, j'ai quand même connu 2 femmes merveilleuses. Bon, bah donc vous avez quand même... C'est marrant, 2 femmes merveilleuses, 3 ans chacune, à 20 ans d'écart. Mais c'était Et jamais 203, il y en a encore une qui va arriver. Et alors c'est marrant, à chaque fois je me dis, oh maintenant c'est terminé. Oui, non, mais il y en aura une 3e. Alors, maintenant je me dis, c'est terminé avec les femmes, je préfère être seul, écrire, donner des cours à l'hôpital, de Qigong, tout ça. Ah, donc vous donnez vos cours où, voilà, parce qu'on va terminer l'émission, on peut vous retrouver où? Alors, moi je donne des cours à l'hôpital Henri Mondor. À Créteil? À Créteil, pour le personnel de santé. Pour le personnel de santé. Et j'ai ouvert aussi un cours à Boulogne, où actuellement on est une dizaine, tous les mardis soirs. À quelle heure? Alors c'est tous les mardis soirs à 19h, à la salle polyvalente. Hein, de Boulogne-Billancourt. À la salle polyvalente, au 140 rue Castéja. Et vous pratiquez quoi? Le zazen? Qu'est-ce que vous pratiquez? Alors là, le qigong? Dans la salle, on fait que du qigong. Oui. Je leur apprends le qigong d'assouplissement, des qigong classiques aussi. Je leur apprends Uji, un petit peu comme la posture de l'arbre. Voilà. Alors à Mondor, on ne peut pas y aller, c'est réservé au corps médical. Ben, vous pouvez venir si vous voulez. C'est quand à Mondor? C'est tous les lundis. À la même heure? Non, 17h à 18h. Et là, vous avez aussi des patients qui s'y joignent? Alors là-bas, ce sont
essentiellement des infirmiers, des infirmières, Ouais. des psys. Avant, j'ai eu la directrice de la communication. Les médecins, ils ne restent pas. Alors, à Mondor, c'est où? C'est dans quelle salle? C'est tout en bas, c'est au rez-de-chaussée. C'est au rez-de-chaussée, il faut demander le... C'est la salle de sport Ok. de l'hôpital. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer cette émission? Jean-Paul Dutrève, est-ce que vous avez une citation, quelque chose? Je dirais que finalement, le plus important dans les cancers, c'est de penser à la cellule. La cellule, les membranes de la cellule doivent être souples, fluides. Hein, et il faut lui amener, je dirais, De l'huile, de l'huile, de l'eau. de l'eau et des aliments qui constituent la membrane. Donc c'est important d'amener, je dirais, déjà, on pourrait dire, si on veut, d'amener un tiers de protéines, animales, végétales ou marines, un tiers de féculents ou de farineux, et un tiers de légumes. Parce que la meilleure eau, c'est celle des légumes. Bah oui, ça fait faire pipi. Hein. Dès qu'on Non, mange des fruits... Oui, mais la meilleure eau des légumes, c'est la meilleure eau parce que ça met tous les minéraux dans les cellules. C'est à ne pas jeter l'eau de cuisson quand vous faites cuire des légumes à l'eau. Hein. Voilà. Alors, il y a ces trois composantes, un tiers de légumes, un tiers de protéines, un tiers de féculents, mais en même temps, le plus important, je me suis rendu compte dans le cancer, c'est la respiration abdominale. Et pas stresser non plus. Et oui, alors, pourquoi la respiration abdominale? Parce que 80% de nos cellules immunitaires sont fabriquées par les intestins. D'après Michael Gerson, professeur à Columbia, aux États-Unis, qui a montré ça il y a une trentaine d'années. Donc, je me suis dit, il faut nourrir les cellules, une bonne respiration abdominale. Hein. C'est ce que avait dit le Bouddha, vous voulez une citation. Le Bouddha, il avait dit, on lui avait posé la question, qu'est-ce qu'un sage? Et vous savez qu'est-ce qu'il a répondu, le Bouddha? Il a répondu au ras des pâquerettes. Il a dit, un sage, c'est quelqu'un qui va bien des intestins. Mm. Et ça rejoint les travaux de Michael Gerson, qui dit que finalement, l'oxygène qu'on respire de l'air va être transporté par l'hémoglobine dans le sang, dans les artères, les vaisseaux, les capillaires, ça va rentrer, et l'oxygène de l'air va rentrer et va venir oxyder, brûler le glucose dans la cellule. Et quand il y a l'oxydation du glucose, il va y avoir un dégagement de CO2, de chaleur, de chi, comme j'appelle dans le livre suivant, de chi qui va faire fonctionner la cellule par elle-même. C'est-à-dire que la cellule va ensuite capable de faire son boulot au niveau des organes, au niveau des tissus, au niveau des muscles, au niveau du cerveau, au niveau des neurones. Et alors, c'est ça qui est le plus important à retenir, c'est bien nourrir nos cellules et aussi, dans son assiette, trouver un équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Trouver un équilibre, les oméga 3 qui eux sont anti-inflammationnaires, et les oméga 6, eux qui sont plutôt, si on est en excès d'oméga 6 ou d'oméga 9, ça peut créer des problèmes inflammatoires. Et à ce moment-là, comme disait le Dominique Bellepomme, le professeur, il disait que l'inflammation, c'est le terreau de toutes les maladies de dégénérescence, de vieillissement, y compris le cancer. Et alors, les oméga 3, il y a aussi les acides gras EPA, anti-inflammatoires, et puis aussi l'acide gras cervonique, on appelait quand on était gosse, l'acide cervonique, c'est la DHA. La DHA, elle, qui va nourrir le système nerveux. Et ça, on le trouve dans quoi? Tout ça, vous allez le trouver dans les anchois, dans les sardines, dans les maquereaux,
dans les coquillages. Moi, dans le cancer, je mangeais beaucoup d'huîtres. Tous les soirs, je mangeais 6 huîtres. Il y avait de l'iode aussi. Je pense que l'iode, elle agit. Alors, dans votre livre, vous parlez de la chlorelle, qu'on appelle aussi chlorella. Alors, oui, chlorella. Alors, la chlorella, c'est quelque chose... Une algue. Hein? C'est une algue. C'est une algue, mais pas de la mer. Hein. C'est une algue de lac de haute montagne, je crois. Hein. Et ça permet de nettoyer tous les déchets dans le corps. Et ça permet de nettoyer les cellules. Alors, guérir le cancer par le zen, l'arbre et le qigong, le rugissement du tigre face à la maladie, publié aux éditions Guy Trédaniel, Jean-Paul Dutray, c'est un gros livre. Savoir comment vous êtes au niveau santé, par exemple la révolution alimentaire et spirituelle des oméga 3, les huiles oméga, il parle de ce que l'on vient de citer à la fin, c'est-à-dire de tout ce qui est alimentation, oméga 3, mais il parle aussi du sommeil, il parle d'alimentation et d'immunité, il parle de l'heure de la sieste, il parle de la sieste royale, il parle des nuits blanches et des nuits noires, celles où on dort et celles où on ne dort pas, de l'interprétation des rêves aussi, de choix de la position dans le sommeil réparateur, est-ce que c'est bon une position couchée sur le côté droit, tout un tas de postures à prendre, à pratiquer dans le cadre d'un qigong personnel ou qu'on voudrait faire à plusieurs. Fondé sur l'expérience de l'auteur et conçu comme un véritable pont entre les approches médicales et psychologiques de l'Orient et de l'Occident, cet ouvrage permettra aux bien portants comme aux malades d'entretenir ou de restaurer l'unité de son corps et de son esprit, et donc ses capacités d'auto-guérison. Donc une phrase que j'avais fait, que je pourrais vous dire d'un maître zen. Pour se préparer à mourir, il faut apprendre à vivre. Et pour apprendre à vivre, il faut être prêt à mourir. On ne peut pas séparer vie et mort. Alors qu'en Occident, actuellement, on cache la mort. On cache la mort, on cache la vieillesse aussi. Je vous remercie Jean-Paul Dutray, je vous remercie beaucoup. Je suis contente que vous m'ayez reçu pour cette interview. Merci, c'est voilà, moi, c'est vous qui me recevez chez vous, je vous signale. Oui. Merci beaucoup. Bon, c'est pareil. Jean-Paul Dutray, merci.